En 1987, après la mort du président Séné Kounché, le colonel Ali Seibou accède à la présidence du Niger. Ancien officier de l'armée, il a longtemps évolué dans l'ombre de son mentor. Kounché, qui a gouverné le pays d'une main de fer pendant 13 ans, laisse un Niger profondément marqué par les tensions politiques et sociales. Ali Seibou arrive au pouvoir avec la ferme intention de pacifier le climat. Dès le début de son mandat, il initie des mesures visant à décrisper les tensions. Il annonce une amnistie générale, appelle les opposants politiques en exil à rentrer au pays et réhabilite ceux qui avaient été persécutés sous le régime précédent. L'objectif d'Ali Seibou est clair: tourner la page d'une ère répressive et ouvrir le pays à une nouvelle ère plus apaisée. C'est ainsi que malgré un style plus discret et une faible présence dans les médias, Ali Seibou entreprend de marquer de son empreinte le paysage politique nigérien. Même s'il n'était pas un grand orateur, son action en tant que chef d'État va amorcer des changements profonds dans le pays. Dans cette vidéo, nous allons remonter le temps pour découvrir la véritable histoire de Ali Seibou. Ali Seibou, né autour de 1940, est un Zerma. Il fait ses études primaires à Oualam, sa région natale, mais l'école ne l'intéresse pas trop. En 1954, il quitte le Niger pour intégrer l'école militaire préparatoire de Saint-Louis au Sénégal. 2 ans plus tard, il rejoint le 1er régiment des tirailleurs sénégalais, puis est affecté à la 3e brigade et ensuite au 18e bataillon d'infanterie de marine. En 1957, face à une rébellion nationaliste au Cameroun, l'armée coloniale française décide de réagir durement. Pour écraser cette révolte, la France fait appel aux meilleurs tirailleurs venus d'Afrique de l'Ouest et du Tchad. Les Mossi de la Haute-Volta, les Bambara du Mali ou du Sénégal, les Sara du Tchad et les Arma du Niger, parmi lesquels Ali Seibou. Ces soldats qui avaient aidé à libérer la France pendant la Seconde Guerre mondiale doivent maintenant traquer les nationalistes camerounais dans les forêts et tuer ceux qui réclament l'indépendance, comme Diori Amani. En 1960, Ali Seibou est affecté au 5e régiment interarmé d'Outre-mer. Même si Oumniobé, un leader rebelle, a été assassiné, Ali participe aux opérations dans l'ouest du Cameroun où il est blessé au combat. Le 1er août 1961, après l'indépendance du Niger, Ali Seibou est renversé dans l'armée nigérienne avec le grade de sergent. Il progresse vite. En 1969, il dirige la 4e compagnie motorisée de Guigui, puis le centre d'instruction de Toudibia. En 1973, il prend le commandement de la 2e compagnie saharienne motorisée à Agadez. En parallèle, il continue de se former. Il suit des cours pour officiers à Fréjus et Montpellier et entre même à l'école d'état-major d'infanterie à Paris l'année suivante. En 1973, le Niger, au bord du désert du Sahara, est frappé par une terrible sécheresse qui provoque une grave famine. Le président Diori Amani devient de plus en plus impopulaire et on accuse certains hauts responsables du régime de profiter de la situation pour s'enrichir. Même au sein de l'armée, la grogne monte et un officier commence à penser à un coup d'État. Cet officier, c'est Idrissa Harouna. Il est bientôt rejoint par Cheikh Amadou Oumarou, surnommé Bankano, et d'autres officiers comme Séné Kounché qui partagent la même opinion. Le régime ne fait rien pour aider les peuples. Ensemble, ils commencent à organiser le coup. Pour rassembler plus de soutien autour de leur plan, Harouna et Kounché décident d'inclure Bankano dans leur complot. Les réunions se succèdent et le plan se précise. Il ne reste plus qu'à choisir une date pour agir. Cheikh Amadou Oumarou dit Bankano, qui est vu comme le marabout du groupe, choisit la date en secret, le jour de son anniversaire, qu'il présente comme choisi par les esprits. Ce coup du sort renforce encore plus sa crédibilité auprès de ses coéquipiers. Pendant ce temps, en France, le président Georges Pompidou meurt après une longue maladie. Avril 1974, tout est prêt pour le coup d'État. Chaque officier a reçu sa mission: neutraliser les points stratégiques, les institutions importantes et les casernes. Ali Seibou est également impliqué dans l'opération. Les troupes d'élite de Niamey sont chargées de s'emparer de la présidence. Le lendemain du coup d'État, où la femme d'Amani Diori trouve la mort, Séné Kounché dissout l'Assemblée et le parti unique. Il prend la tête d'une junte de 13 hommes appelée le Conseil militaire suprême et s'empare du pouvoir. 15 avril 1974, l'armée a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime
que vous connaissez. Quand Séné Kountché prend le pouvoir, il nomme Ali Seibou ministre de l'économie rurale, du climat et de l'aide aux populations. Ce poste stratégique lui permet de rapidement gagner la sympathie des populations rurales en distribuant des céréales dans un pays souvent frappé par la sécheresse. En décembre 1974, Seibou est promu chef d'état-major des forces armées nationales, puis chef d'état général 2 ans plus tard, ce qui prouve la confiance que Kountché lui accorde. Pourtant, Kountché commence à écarter peu à peu ses anciens alliés du putsch de 1974. Après près de 10 ans au pouvoir, Kountché s'est forgé une image internationale de leader fort avec un régime autoritaire. Mais cette stabilité est fragile. En 1974 et à nouveau en 1983, des rumeurs de complot circulent dans les milieux policiers et militaires de la capitale. Cheikh Amadou Oumarou, surnommé Bonkano, est un personnage influent car proche de Kountché. Il s'est enrichi grâce à des contrats juteux et joue le rôle de trésorier officieux, distribuant des sommes importantes pour acheter la loyauté des officiers. Conforté auprès des officiers avec qui il a tissé des liens, l'homme de confiance du président Cheikh Amadou Oumarou croit son heure venue et se prépare à agir. Ali Seibou, chef d'état-major, est mis au courant du complot. Mais va-t-il pouvoir neutraliser quelqu'un d'aussi proche du président? Le Niger est un pays où les complots ne restent pas secrets longtemps. Mais Bonkano est trop influent pour que les services de renseignement agissent facilement. Même certains gradés ne croient pas du tout à cette rumeur. La rumeur parvient finalement à Kountché. Contrairement à ses habitudes, il ne réagit pas avec violence. Au lieu d'éliminer Bonkano comme il l'a fait avec d'autres, il choisit d'en discuter directement avec lui. Ils ont une conversation franche peu de temps avant que Kountché ne parte pour une visite officielle en France. Et pendant que Kountché est à Paris, Bonkano passe à l'action. La première étape consiste à faire arrêter Ali Seibou et tout se déroule bien au début. Mais le plan ne se passe pas comme prévu. Kountché, tentant de joindre Niamey par téléphone sans succès, rentre précipitamment en avion qui sera détourné vers l'Algérie. Malgré une offre d'exil de Chadli, président algérien de l'époque, il refuse et continue vers le Niger. Entre-temps, à Niamey, le coup d'État ne se passe pas vraiment comme prévu. L'armée régulière reprend les positions stratégiques et Ali Seibou est libéré. Bonkano s'enfuit du pays, traversant la frontière vers le Burkina avant de s'exiler en Europe. Le putsch échoué et quelques années plus tard, en novembre 1987, le régime de Kountché tient toujours. Le président Séné Kountché s'envole une nouvelle fois pour la France où il doit consulter son médecin. Son état de santé se dégrade car il souffre d'une tumeur au cerveau qui lui cause des pertes de connaissances de plus en plus fréquentes. Face à cette situation, un groupe d'officiers du Conseil militaire suprême décide de confier l'intérim à Ali Seibou. Cela n'a rien d'étonnant car depuis quelque temps, Kountché préparait déjà Seibou à devenir son successeur, notamment grâce à son ancienneté et son grade. Le 10 novembre 1987, les Nigériens apprennent la nouvelle. Le général Séné Kountché est mort après 14 ans de règne sans partage. Ali Seibou, qui était son dauphin, est naturellement désigné par le Conseil militaire suprême pour reprendre sa place à la tête du pays, en plus de devenir ministre de la Défense. Cependant, le Niger qu'il hérite est loin d'être en paix. Les 14 ans de pouvoir de Kountché ont laissé beaucoup de divisions. Même s'il a cherché à développer le pays, notamment en poursuivant l'autosuffisance alimentaire, son désir de garder le contrôle a généré de la peur et de la frustration. De nombreuses personnes ont fini en prison sous son régime et Ali Seibou est bien conscient de cet héritage. Pour se démarquer de son antérieur, sans pour autant renier son bilan, Seibou opte rapidement pour une politique d'apaisement. Il annonce une amnistie générale quelques jours seulement après la mort de Kountché. Mais cette mesure sera-t-elle suffisante pour calmer la colère sociale et politique qui grogne au Niger? Début 1988, le nouveau président du Niger, Ali Seibou, décide de calmer les tensions qui ont marqué le pays pendant les 14 ans de pouvoir de Séné Kountché. En plus de libérer les prisonniers politiques, il veut faire revenir les Nigériens exilés, comme il aimait bien le dire, au bercail. L'ancien président Diori Amani, renversé dans un coup d'État auquel Ali Seibou avait participé, applaudit même cette nouvelle orientation. Bien qu'Ali Seibou prenne ses distances avec le style autoritaire de Kountché,
il garde la même priorité en matière d'économie. L'autosuffisance alimentaire, un défi dans un pays aride. Il s'engage même à ce qu'aucun Nigérien ne meure de faim, quitte à y consacrer tout le budget de l'État. Cet engagement rappelle son passé de ministre responsable de l'aide aux populations. Cependant, malgré sa volonté d'apaisement, Ali Seibou n'a pas l'intention de céder le pouvoir aux civils. Pour lui, l'armée reste essentielle pour la stabilité du pays. Il le réaffirme lors de la célébration du 14e anniversaire de la prise de pouvoir de Séné Kouché. Ali Seibou, bien qu'ayant été proche de Kouché, veut ramener la paix et mettre fin aux tensions. Contrairement à son prédécesseur, il est plus jovial et accessible. Il aime la bonne chair, les plaisirs simples et n'est pas très assidu à la mosquée le vendredi. Père de 18 enfants, il s'attaque malgré tout à la question de la limitation de naissance, un sujet délicat dans un pays à forte tradition musulmane. Il admet même être mal placé pour donner ce conseil, mais il le fait quand même. Le 2 août 1988, dans les continuités de Kouché, Seibou crée le mouvement nationaliste pour la société de développement, qui devient le parti unique du pays. Le multipartisme n'est pas à l'ordre du jour, insiste-t-il. Pour lui, l'armée doit rester au cœur de la gestion de l'État, un principe qu'il considère comme sacré. Un an plus tard, le 24 septembre 1989, la constitution de la Deuxième République est adoptée. Malgré les bouleversements politiques provoqués par la chute du mur de Berlin, au Niger, Seibou ne change pas de politique. Le multipartisme n'est toujours pas d'actualité. Le 10 décembre 1989, Ali Seibou est élu président avec 99,5% des voix en tant que candidat unique du parti. Son mandat de 7 ans commence dans un climat où l'armée et l'ordre restent au centre de sa vision pour le Niger. L'action d'Ali Seibou marque l'arrivée timide des civils au pouvoir, même s'il reste largement minoritaire. Cependant, son gouvernement ne profite pas longtemps de la popularité dont il bénéficiait. Bien qu'il ait opté pour l'apaisement et le dialogue, il n'a pas réussi à calmer la colère de la rue. Les tensions avec les syndicats montent, surtout sous l'influence du vent de démocratisation qui souffle depuis la chute du mur de Berlin et touche peu à peu d'autres pays. L'année 1990 s'annonce compliquée pour le président. Plus d'un an après son arrivée au pouvoir à la tête du Niger, Ali Seibou a réussi à réduire les tensions politiques et sociales héritées du régime strict de Séné Kouché. Il a fait adopter une nouvelle constitution et s'est fait élire président sans trop de difficultés. Sa stature imposante et son engagement constant à travers le pays finissent par s'imposer aux Nigériens, même s'il reste dans l'ombre de son prédécesseur. Ali Seibou est sur tous les fronts. Que ce soit dans la lutte contre la famine ou sur le plan diplomatique, il entretient des relations actives avec les pays de la région et d'ailleurs, notamment avec la France, avec laquelle il maintient une relation proche, tout comme l'avait fait Séné Kouché. En juin 1989, lors du sommet France-Afrique à La Baule, François Mitterrand prononce un discours important. Il annonce que l'aide française aux pays africains sera désormais conditionnée à des efforts de démocratisation. Ce discours donne de l'espoir aux oppositions africaines, jusque-là craintives de la réaction de Paris en cas de contestation des régimes en place. Ali Seibou, présent à ce sommet, est l'un des rares dirigeants africains à accueillir positivement cette nouvelle ligne. Cependant, le Niger ne sera pas épargné par la vague de contestation qui gagne l'Afrique. Malgré la politique d'apaisement d'Ali Seibou, la rue continue de se soulever. Les tensions avec les syndicats se renforcent, portées par le vent de démocratisation venu de l'Est. Malgré les concessions faites aux revendications syndicalistes, la pression ne faiblit pas. Même la promesse d'un passage au multipartisme que Seibou considérait inadapté pour le Niger ne parvient pas à calmer la situation. Finalement, acculé par la rue, Ali Seibou cède. Le Niger, suivant l'exemple du Bénin, adopte le multipartisme et organise une conférence nationale souveraine. À partir du 29 juillet 1991, le Niger plonge dans une grande remise à plat de son passé et de ses conflits lors de la conférence nationale souveraine, initiée par Ali Seibou lui-même. Le but est de permettre à tous les Nigériens de régler leurs différends et de révisiter leur histoire. Pendant 98 jours, tout est mis sur la table avec des civils, des militaires et des politiciens qui se succèdent à la tribune pour parler de leur rôle dans la vie politique du Niger depuis l'indépendance. Même Amadou Oumarou, connu pour ses tentatives de coup d'État, est invité à participer. Ali Seibou n'échappe pas non plus à la critique. Il doit répondre à des accusations sur des exécutions sommaires commises
par les forces de sécurité, en particulier face au capitaine Maliki qui l'accuse d'avoir donné des ordres pour ne pas faire de prisonniers. Pendant ces 98 jours, le pays vit au rythme de ces révélations, souvent choquantes, parfois dérangeantes. La conférence nationale prend parfois des airs de règlement de compte un peu chaotique, comme l'a décrit le général Ibrahim Baré Maïna Sarra. Mais elle ébranle sérieusement le régime d'Ali Seibou. Malgré les pressions des militaires pour stopper cette conférence, il s'accroche et veut aller jusqu'au bout du processus, même si cela secoue son pouvoir. Finalement, la conférence nationale se termine avec une demande claire: la démission d'Ali Seibou. Complètement affaibli et dépossédé de la majorité de ses pouvoirs, il accepte l'idée d'une transition et prévoit de quitter la présidence dans 15 mois. Il ne gère plus que les affaires courantes, notamment la rébellion Touareg dans le nord du pays. Un premier ministre au pouvoir élargi, Chefou Amadou, est désigné pour mener la transition, laissant Ali Seibou de plus en plus effacé, surtout en matière d'économie et de sécurité. Après une transition de 17 mois, Ali Seibou quitte la présidence et laisse la place à Mahaman Ousmane, qui a gagné l'élection contre Mamadou Tandja. Bien qu'il aurait pu interrompre cette transition, Seibou préfère se retirer discrètement. Dans son discours d'adieu à la radio, il évoque un moment important de sa vie, rappelant aux Nigériens que leur pays reste fragile et que l'unité nationale n'est pas encore totalement acquise. Nous avons fait de notre mieux, ajoute-t-il. Il souligne que le Niger ne se résume pas seulement à des échecs et se félicite que la transition ait pris fin sans les catastrophes que certains redoutaient. Après avoir quitté le pouvoir, Ali Seibou se fait discret et reçoit un titre honorifique de grand chancelier des ordres nationaux. Il passe la majorité de son temps dans son village de Oualam, se consacrant à sa passion pour la chasse. Mais en janvier 1996, après plusieurs mois de crise politique qui paralyse le pays, l'armée dirigée par Ibrahim Baré Maïna Sarra prend le pouvoir et destitue le président Ousmane Mahaman. L'ancien président Ali Seibou est rappelé sur la scène politique. Il est élu à la tête du comité des sages, une des instances de transition mises en place par la junte, chargé de conseiller le gouvernement jusqu'à de nouvelles élections. Pendant cette période, Ali Seibou devient le porte-parole du général Maïna Sarra auprès des dirigeants de la région. Mais après l'assassinat violent de Maïna Sarra en 1999, Seibou se retire définitivement de la vie politique. Souffrant de problèmes de santé et vivant modestement à Niamey, il n'apparaît quasiment plus, sauf pour de rares séjours médicaux en France, pris en charge quand le gouvernement l'autorise. Il meurt le 31 octobre 2011 à l'âge de 71 ans. Le Niger observe 3 jours de deuil national et de nombreux Nigériens expriment leur respect et leur attachement à cet ancien président qui avait choisi la discrétion. Ali Seibou, malgré son rôle clé dans l'histoire politique du Niger, est resté un homme discret, loin de la scène après avoir cédé la présidence. Il a supervisé une transition pacifique et démocratique, refusant d'interrompre un processus qu'il aurait pourtant pu stopper. Sa présidence, marquée par l'apaisement et le dialogue, a permis de calmer certaines tensions héritées de son précédent Séné Kountché. Cependant, face à la montée des contestations populaires et aux aspirations démocratiques, il a dû céder à la rue et accepter des réformes importantes. Après avoir quitté le pouvoir, Seibou s'est effacé, occupant des postes honorifiques mais restant loin des grandes décisions politiques. Son retour sur la scène politique durant la période de crise militaire sous Ibrahim Baré Maïna Sarra fut bref et limité à un rôle de conseil. Jusqu'à sa mort en 2011, Ali Seibou a vécu modestement, loin des projecteurs, incarnant une certaine humilité malgré son passé de chef. Seibou reste dans l'histoire comme un homme qui a choisi la paix de la transition démocratique, mais qui a fini ses jours dans la discrétion, laissant derrière lui un pays toujours en quête. Alors, chers amis, merci d'être restés ici. Je vous remercie énormément pour vous qui êtes vraiment restés jusqu'à la fin de cette histoire. C'est pour moi un encouragement à continuer sur cette lancée. Le but étant de nous-mêmes nous approprier notre histoire. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.